On peut être pompier pour être juste dans l'ambulance, on peut être pompier pour aller faire de la désincarcération, se retrouver 1 heure après dans l'engin incendie urbain, 1 heure après dans un feu de forêt. Qu'est-ce qui se passe exactement? On est prêt à tout moment à faire face à n'importe quelle situation. Il a tapé la rambarde, il a fait 1 ou 2 tours, il ne se rappelle plus. C'est un très très beau métier, valorisant, très prenant, viscéral. Il ne faut pas avoir peur du vide, il faut avoir confiance, se mettre sur un câble qui fait quelques millimètres de diamètre. Personne qui est en difficulté, on sera toujours là pour l'aider. C'est une intoxication, une émanation de produits, donc sous forme gazeuse, ça pénètre dans le sang. On n'est pas Dieu, on n'est pas des sauveurs, on est des sauveteurs, et que la différence elle est énorme, et qu'à un moment donné on ne peut pas tout le temps réussir tout. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, près de Manosque. Il est minuit, un véhicule de pompiers roule à toute allure. Part sur l'autoroute A51, visiblement un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, sans plus d'informations. Un accident vient de se produire sur l'A51, une autoroute qui traverse une partie des Alpes de Haute-Provence en direction de Marseille. Sur les lieux, les victimes sont déjà prises en charge. En effet, 2 pompiers volontaires ont par hasard été les témoins de l'accident. C'est passé. Tu as une VL, tu as 5 impliqués. Un seul véhicule a été accidenté, mais à son bord, c'est toute une famille qui roulait vers les vacances. Pour le moment, les moins blessés ont été mis à l'abri sur le bas-côté. Ils n'ont pas perdu connaissance. Ils étaient tous dans le véhicule, c'est ça dans l'espace. La voiture était conduite par le père de famille. À ses côtés, la grand-mère de ses 2 enfants et de son fils aîné. C'est d'ailleurs ce jeune homme qui est le plus gravement blessé. Il est immobilisé dans le camion des pompiers pour éviter que sa colonne vertébrale ne soit abîmée. Tu ressens pas d'autres douleurs? Tu peux bouger tes doigts? Nickel, tes pieds? Merci. Première victime, un jeune homme de 20 ans, douleur cervicale et au niveau de la tête, pas de douleur ailleurs, il a une prothèse de hanche mais visible pas de douleur. Deuxième victime, un homme de 37 ans, douleur poignet gauche gonflée, visiblement peut-être fracturée. Parmi les autres victimes, un petit garçon. Même s'il ne semble pas gravement blessé, il a besoin de toute l'assistance des pompiers. L'accident l'a traumatisé. On va l'asseoir devant parce qu'elle a les jambes un peu flagada. Allez, viens. Vas-y, regarde, monte là, tu t'assois. Ça va? T'as juste mal aux jambes? Aux jambes et un peu à la gorge ici. La voiture de cette famille a percuté la bande d'arrêt d'urgence. Et quand on voit l'état du véhicule, on comprend tout de suite que le choc a dû être violent. Tous ont eu une chance extraordinaire, ils sont en vie. 5 impliqués, on va dire qu'il y a 3 blessés légers et 2 indemnes, qui sont surtout choqués et qui ont été qui ont mal un petit peu par le coup de ceinture, comme on dit chez nous. Ils sont choqués là, les gens? Ah oui, oui. L'accident de la route. Qui était plus choqué? Le père est assez choqué. Ben, le père est choqué parce qu'il se sent forcément responsable. La grand-mère est transférée dans une autre ambulance. Elle ne souffre que de blessures superficielles. Le père a subi des traumatismes à l'épaule et au cervical. Il commence à réaliser qu'ils viennent d'échapper au pire. Vous me demandez ce qui s'est passé? Je me suis endormi au volant. Et je ne me suis pas senti partir et voilà. Donc il était dans ce sens-là, il a tapé la rambarde, il a fait 1 ou 2 tours, il ne se rappelle plus. Et il a fini en sens inverse. Donc ils ont eu de la chance. Et ouais, parce qu'à 130 km/h, s'il y a une autre voiture à ce moment-là, ça peut faire des dégâts. Il allait à 130? Ah ben ouais, il était sur l'autoroute et il roulait à peu près à 130, il a dit le monsieur. Heureusement, toute la famille portait sa ceinture de sécurité. Ils sont tous conduits à l'hôpital pour recevoir des soins adaptés, mais aucun n'a son pronostic vital engagé. Ce qui n'est pas toujours le cas, car ce type de collision est bien souvent plus dramatique. Quand on voit la violence du choc et les dégâts du véhicule, heureusement qu'ils étaient tous attachés. C'est quelque chose qui arrive souvent, c'est des accidents sur l'autoroute? Ouais, ça arrive, c'est courant. On va dire que c'est les causes d'accidents principales. Ironie du sort,
à l'endroit même où le père de famille a perdu le contrôle de son véhicule, un panneau d'information rappelait aux automobilistes de s'arrêter régulièrement lors de leur trajet. C'est marqué sur le panneau. Hein. Somnolence, un café, une sieste. C'était juste à côté. Comme par hasard. En 2016, 3469 personnes sont mortes sur les routes de France, un chiffre en augmentation depuis l'année précédente. Les Alpes de Haute-Provence, un département du sud de la France, montagneux et rural, de près de 7000 km². Ici, plus de 1500 pompiers, répartis dans 40 centres de secours, interviennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, auprès des populations. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'ils soient professionnels ou volontaires, ces hommes et femmes consacrent toute une partie de leur vie à sauver celle des autres. Il ne faut pas avoir peur du vide, il faut avoir confiance, se mettre sur un câble qui fait quelques millimètres de diamètre. Pendant des semaines, nous avons suivi ces sauveteurs de l'extrême. Accident de la route, intervention en milieu risqué, ou même réanimation, ils n'ont qu'un seul objectif, intervenir vite et secourir les personnes en détresse. Il a tapé la rambarde, il a fait 1 ou 2 tours, il ne se rappelle plus. Immersion auprès des héros de notre quotidien. Nous sommes à Manosque. Les pompiers viennent d'être missionnés pour une urgence chez des particuliers. Donc on part pour un malaise à domicile, une dame qui serait menaçante envers sa famille et apparemment qui serait alcoolisée. Donc apparemment, donc là on n'a pas la police qui est sur les lieux parce qu'elle est déjà en mission. Et donc je pense qu'elle ne devrait pas tarder à arriver. Donc là on va arriver déjà sur les lieux et on va faire un point, on va faire une reconnaissance, on va voir ça. La femme a une 50aine d'années. Bonjour. On arrive. Bonjour madame. Sur place, sa sœur attend les pompiers en bas de son immeuble. On est là, venez avec moi, on va venir. Non mais déjà c'est même pas pour moi. Mais il faut que je vous non. explique du début jusqu'à la fin. Allez, venez, calmez-vous, juste 2 secondes. Cette femme a préféré se réfugier dehors pour fuir les menaces de sa sœur. Elle est dans tous ses états, choquée par le comportement de cette dernière. Écoutez, je sais pas si vous la connaissez, ma petite sœur, c'est souvent qu'elle entre en pégay, elle fait la vie noire à mes parents. Et ça fait aujourd'hui je suis là, elle a quelque chose à la tête qu'elle veut pas nous dire, c'est sûr. Mais là, on s'est disputé, on s'est battu, elle a quelque chose. C'est à quelle époque? Elle veut pas nous dire. Elle doit avoir un truc, elle a un problème à la tête, là, j'en suis sûr, elle a dû se faire tabasser, elle a les yeux, ils sont au coca et tout. On va s'en occuper, vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tomber. On s'est disputé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous laissez jeter par là. Mais non, eh ben elle va pas le faire. Les pompiers tentent de rassurer la grande sœur, mais ils vont vite s'apercevoir que la femme n'exagérait pas l'attitude de sa cadette. C'est à quel endroit? Là? Ouais, bonjour. Elle est où? Non. Bonjour. Descendez. C'est les pompiers. C'est les pompiers. Oui, mais c'est pour qui? Ben pour vous. Ah non, je sais pas, qui c'est que vous appelez pour qui? Vous appelez pour qui les pompiers? Mais je sais pas. Juste de... rien. Madame, écoutez-moi, Que je viens pas pour qui? Mais je viens juste... Je vais parler. Pas moi, j'ai fait un truc. Non, mais madame... Oui, mais madame, 2 secondes, s'il vous plaît, écoutez-moi. Est-ce qu'on peut s'asseoir juste 2 secondes? Mais madame, juste... Je vais pas venir... Madame! Non, mais vous êtes de bon ou pas? S'il vous plaît. Mais en vrai, pour de bon. Mais non, mais madame! Jamais pas. Non, madame! Madame, s'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît. La honte. Madame. La honte. La femme est extrêmement agitée. Elle semble sous l'emprise de l'alcool et ne compte pas se laisser amadouer par les pompiers. Non, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Il n'y a pas de honte. Oh, j'ai le droit. J'ai le... Non, s'il vous plaît. J'ai le droit de me gêner. Non, mais vous êtes obligé de faire quelque chose ou pas? Mais je veux juste parler. De partir de là. Non. 2 secondes, on parle. 2 secondes, on parle. Est-ce que j'ai le droit? Mais oui. Mais je vais vous laisser. J'ai le droit. Oui, 2 secondes. Mais c'est parler. On vous parle. Est-ce qu'on a pu dégager? Allez, viens, on va dehors. On se calme. Ça va, on va dehors. Allez. Qu'est-ce qu'il a? On va dehors. Bon, s'il vous plaît, calmez-vous. 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 On va dehors.
C'est les pompiers. C'est les pompiers. C'est les pompiers. Mais justement, t'es pas la police. Mais justement, vous... Eh ben, si on te dit dégage. Écoutez-moi. Eh ben, casse-toi, on te dégage. Vas-y, c'est possible de me laisser tranquille. Mais oui. Alors, j'ai envie de faire pipi. Je fais pipi ici ou pas? Non. J'ai envie de faire pipi. Non, mais 2 secondes. Je suis pas là. Je suis pas là pour vous. J'ai envie de faire pipi. Je fais pipi où? Mais aux toilettes. Oh, c'est pas... Eh ben, laissez-moi tranquille, alors. Douadi est un pompier chevronné. Les crises en tout genre, il a été formé pour les gérer. Même ces cas de violence extrême. Bah après, je sais pas si c'est des problèmes familiaux, s'il y a de l'alcool dans tout ça. Mais après, voilà, c'est qu'elle est en pleine crise de nerfs et que là, on va essayer de gérer ça pour pouvoir l'évacuer calmement. Vous allez me promettre quelque chose? Mais contrairement à ce qu'espérait Douadi, rien ne va se passer comme prévu. La jeune femme ne compte pas se calmer. Elle recommence même à insulter sa sœur et à lui reprocher d'avoir alerté les secours. Vous avez appelé les pompiers, la police. Assume maintenant. Non, stop. La police est en rase, je les assume. Et tout d'un coup, la situation va virer au drame. Maintenant, stop. En un dixième de seconde, la jeune femme échappe à la vigilance des siens et tente de sauter par la fenêtre. Il n'y a pas de... Non. Tu me touches encore ça, je te demande. Oh, je fais ce que je veux. Non, il n'y a pas de... Je fais ce que je veux. Maintenant, stop. Cédric. La fille de ma mère, vous m'envoyez quelque part. Le 18, viens à ma place. Va dessus. Je suis vraiment désolé. Hein. Je suis désolé. Mais là, je peux pas si elle saute par la fenêtre. La jeune femme vient de faire une tentative de suicide et a tenté d'agresser les pompiers. Pour eux, l'intervention prend donc une toute autre tournure. Il faut maintenant appeler des renforts policiers. Oui, c'est Douadi. Est-ce que tu peux m'envoyer la police de toute urgence? Oui. Si on l'a maîtrisé, et là on est dessus. On va gérer, là ça va être compliqué. Maintenant, Douadi a affaire à une véritable forcenée. Et sa patience commence à être mise à rude épreuve. Moi je suis là pour vous aider, je suis pas là pour me faire insulter. Alors qu'ils avaient jusqu'à présent privilégié le dialogue, les pompiers doivent user de force depuis que la femme a voulu se jeter par la fenêtre. Douadi tente donc de rassurer sa famille en expliquant leur réaction un peu musclée. Écoutez-moi, moi je suis là pour l'aider, pour vous aider. Je veux juste que vous... Nous on peut pas, je peux pas, si je pars, qu'elle saute par la fenêtre. Ah oui, mais ça fait 3 fois. Voilà, moi j'étais obligé, je suis désolé, c'est un peu violent et tout, mais je suis désolé. Après moi je veux l'aider, je suis pas là pour l'embêter, je suis là pour vous aider. Si vous avez le moindre problème... Ah non, mais il y a un meurtre là ce soir, c'est sûr. C'est Wed ou moi, ça sera personne. Alors que les relations entre les deux sœurs s'enveniment de plus en plus, une équipe de policiers investit l'appartement. Ils vont tenter d'appuyer le travail des pompiers. Ah, la police! Elle a voulu sauter. Donc j'ai été obligé de la coucher par terre. Écoutez-moi, il n'y a plus d'arrangement. Maintenant, c'est l'hôpital et vous n'avez pas le choix. Lâchez-moi! Madame. Et vous verrez que ça ira bien. Alors, écoutez-moi. Je suis pas un animal. Vous êtes... Non! Lâche-moi! Alors, écoutez-moi, on va faire un truc. J'ai envie de vomir! Ben, vomissez. On va vous retourner, vous allez voir. Si par contre ça le fait pas, je vous garantis qu'on ne bougera plus. Malgré l'arrivée des forces de l'ordre, la femme ne compte pas changer d'attitude. Pire, elle commence même à s'en prendre physiquement à un policier. Aïe! Je te calme! Doucement! Doucement là-haut, c'est pas aussi que tu fais! Elle me fout tout de poing dans la gueule, je crois que j'allais doucement moi! Place-la! La forcenée est maintenant menottée. Elle est dangereuse pour elle, mais aussi pour les autres. Douadi se sent impuissant face à ce cas extrême. Voilà, la personne, elle est... Donc là, la personne est super agressive. On a la police qui est là pour la maîtriser. On essaie un peu de parlementer avec elle pour essayer de la faire comprendre et de la raisonner. Après, voilà, elle veut pas, quoi, elle comprend pas parce qu'elle veut pas de notre aide. Elle refuse nos soins, elle est violente avec nous. Des attaques contre les pompiers, des coups de poing à un policier. Il faut l'évacuer au plus vite avant que les violences n'aillent plus loin. Ah ben, elle restera pas ici. C'est bon. Elle restera. Non. Ah oui, on l'emmène, on la menotte. Moi, je la transporte pas. Je peux aller à l'ambulance? Je te parle d'ambulance? Ambulance. Non, il n'y a pas de... C'est donc comme une véritable délinquante que la femme est conduite jusqu'au camion des pompiers.
Considérée comme dangereuse, elle est sanglée à son brancard. Attache-la, s'il te plaît, attache-la. Finalement, à l'abri de sa famille, et une fois l'adrénaline redescendue, la femme commence tout juste à reprendre ses esprits. Douadi tente de lui faire entendre raison. Écoutez-moi, juste, vous avez vu tout ce qu'on a fait alors que ça aurait pu se régler en 2 secondes. Mais oui, mais vous voulez pas m'écouter. Je suis venu pas pour vous faire chier, je suis venu pour vous aider. C'est normal que les gens ils appellent, ils s'inquiètent. Pour vous, c'est ça que vous n'avez pas compris. Vous êtes énervé, j'avais pas d'autre choix que d'appeler la police. Si vous m'aviez écouté pendant 30 secondes, que je vous aurais expliqué les choses, ils se seraient même pas déplacés. On n'en serait pas arrivé là. Et moi, vous avez voulu me penser. Donc écoutez-moi, juste 2 secondes. On va aller à l'hôpital, d'accord? Tranquillement. Je vous fais confiance, d'accord? Calmement, on va aller tranquillement à l'hôpital. Et ça va s'arranger, il n'y a pas de souci. La jeune femme va passer la nuit sous surveillance dans un service spécialisé de l'hôpital. Dans les prochains jours, elle y subira plusieurs examens afin de définir le traitement qu'elle devra recevoir. De leur côté, les pompiers rentrent à la caserne, avec le sentiment du devoir accompli. Là, on va bien dormir. On va essayer, dis-moi. C'est sûr, on va bien dormir. En même temps, il faut rester calme. Là, entre la famille et tout, là, c'est clair qu'il faut tout gérer. C'est clair que tu peux pas... Mais ça s'est bien passé, nickel. Je suis très content de vous. Et je suis content de moi. Si les pompiers ont pour vocation première de venir en aide à des personnes en difficulté, dans certaines situations, ils doivent faire face aux provocations de certains civils. 1h du matin, à la caserne de Manosque, la plus importante du département. Les pompiers viennent d'être appelés pour l'une de leurs missions principales, un incendie. Vous partez sur quoi? Sur fumée suspecte. C'est donc équipé avec leur tenue pare-feu qu'ils s'engagent. Apparemment, c'est le gros feu de poubelle. Là, ça brûle bien. Et effectivement, l'incendie est impressionnant. Les flammes ont déjà atteint 2 mètres de hauteur. C'est une zone de stockage de poubelles qui a pris feu. Conteneur donc déchets ménagers et surtout très sélectif. Donc conteneur tri-journaux. Ludovic, sergent-chef, et ses équipes n'ont pas une minute à perdre. Le feu, alimenté par les déchets, progresse à toute allure. Le risque, on va dire, pour moi, le plus important là, vu la proximité de la haie, c'est la propagation à la végétation et justement propagation à l'habitation. Là, le risque, il est là. Sachant qu'on est... il est quoi? Il doit être 1h du matin, même plus. Les gens sont à l'intérieur, ils dorment. Le risque, il est là. Les sapeurs-pompiers sortent donc les gros moyens. Une lance à incendie qui propulse 500 litres d'eau à la minute. Le sinistre est rapidement contenu. Ça, c'est les armatures des containers de tri, on va dire, tri sélectif. Il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont brûlé. Voilà, donc là pour l'instant c'est maîtrisé, on va pas faire l'extinction là. Afin de s'assurer que le feu ne reprenne pas, les pompiers vont noyer les dernières braises. Pour le moment, ils ignorent comment les containers ont pu s'enflammer. Alors de quoi c'est parti, on ne sait pas. Ça peut être plein de choses. Est-ce que les gens ont rallumé une cheminée, ils ont jeté les braises? Bon, il fait chaud en ce moment, ça m'étonnerait. D'après les renseignements de la police, visiblement, les gens auraient entendu une détonation. C'est en effet une équipe de policiers qui a alerté en premier les pompiers. Sur place, bien avant les hommes du feu, les forces de l'ordre ont déjà commencé à interroger les riverains. Et il semblerait que l'incendie ne soit pas accidentel. Il m'a dit qu'ils ont entendu, ils ont vu une voiture passer. Ah, ils ont vu une voiture passer, d'accord. Ils ont entendu une déflagration un peu sourde. Ouais. Et le feu a pris après. Oh, d'accord. Donc je soupçonne peut-être un cocktail ou un truc comme ça. D'accord. Ouais, mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est pas parti tout seul. Non, c'est pas parti. Ah ouais, bon. Non, d'accord. Les policiers en sont convaincus, quelqu'un a déclenché le feu. Afin de prouver leur dire, ils tentent de retrouver des preuves dans les restes carbonisés des poubelles.
priori, ça a l'air d'être criminel. Maintenant, savoir quel est le mode de déclenchement qu'ils ont utilisé. Donc j'essaye de voir si je peux trouver des débris de verre quelconques ou autre chose qui pourrait m'orienter vers une piste. A priori, c'est criminel. Je pense, parce qu'un départ de feu spontané comme ça dans du recyclable, c'est peu probable, quoi. Donc il faut qu'il y ait eu un déclenchement volontaire pour que ça parte, parce qu'il n'y a pas de fermentation qui soit possible. Donc je ne vois pas comment ça peut partir autrement que par un déclenchement volontaire. Depuis quelques mois, la région est souvent victime de ces feux allumés dans des containers. Une bande de voyous semble jouer au jeu du chat et de la souris avec les pompiers et les policiers. D'ailleurs, les pyromanes ont allumé d'autres feux à quelques kilomètres de là. Apparemment, il y a d'autres feux de containers sur Manosque. Donc nous, on va reconditionner rapidement. On fait le plein en eau et on va se rendre sur le centre de secours. Les pompiers repartent donc en urgence en direction de ce nouveau lieu signalé. Sur place, 3 autres poubelles sont en flammes. Ludovic commence à être blasé. Des feux à répétition pour cette nuit. Tout à l'heure, c'était un container, là un autre. Ça doit être au passage, ils envoient des choses, je sais pas. Donc voilà. En tous les cas, ça les amuse. Un jeu qui pourrait très mal finir. Sans l'intervention rapide des pompiers, ces pylônes électriques auraient pu s'enflammer et déclencher un incendie beaucoup plus grave. Ça c'est du télécom, donc il a un peu chauffé. Visiblement, on va regarder une fois qu'on a éteint. On reste vigilant quand même. Bah, visiblement, ils sont actifs ce soir. Voilà, bon. Alors, c'est pas la première fois. Hein. Il faudra encore 4 hommes pour éteindre cet incendie. Et Ludovic sait que sa nuit n'est peut-être pas finie. Je passe un message et après on va remettre de l'eau parce qu'on ne sait pas si on va être appelé ou pas. Après avoir éteint 15 poubelles, les hommes de la caserne de Manosque vont enfin pouvoir terminer leur mission. Même s'ils le savent, un pompier ne dort jamais vraiment sur ses 2 oreilles. Quelle heure il est là? Il est 2 heures, voilà, on va se recoucher, oui. En espérant qu'on passe une nuit tranquille, mais bon, après s'il faut se relever, ben, on se relèvera, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, hein. Le lendemain matin, nous sommes retournés sur les lieux des incendies. Et les dégâts sont impressionnants. 5 zones de stockage des déchets ont été incendiées. À chaque fois, à quelques mètres d'habitation. Le coût des dégradations est estimé à plus de 10 000 €. Quand on a choisi d'être pompier, on sait qu'il faut accepter un rythme intensif et des missions qui s'enchaînent sans discontinuer. Et parfois, les délais d'intervention doivent être extrêmement rapides quand il s'agit de vie ou de mort. Ce semble être le cas aujourd'hui. Une jeune femme se plaint de violentes douleurs à la poitrine. Donc là, on part pour un malaise au travail. Une femme de 30 ans, douleur poitrine, bras gauche, avec douleur à la mâchoire. Une douleur dans la poitrine, irradiant le bras gauche. Les symptômes décrits sont très inquiétants. Tout laisse penser à un infarctus. Alors, pas une minute à perdre, la vie de la victime est en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui vous arrive? Là, j'ai une douleur au niveau des omoplates. Et puis une grosse pointe dans le cœur. Et là, j'ai mal dans tout le bras gauche jusqu'à l'autre. Cette jeune femme était sur son lieu de travail quand elle a commencé à ressentir ses douleurs. Malgré son calme, son cas est préoccupant. Là, vous avez fait une grimace, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai des petites pointes au niveau de la poitrine. Des pointes au niveau de la poitrine? Quel côté? Ici. Ici? Ok. Environ 2400 personnes décèdent des suites d'un infarctus en France chaque année. Comment ça vous fait la sensation au niveau de la poitrine? Là, la poitrine, ça commence à aller mieux, mais c'est la douleur d'un bras là qui passe pas. Ça vous fait quoi comme douleur? Ça m'a oppressée, j'arrivais même plus à respirer correctement. Et ça, il y a combien de temps? Je sais pas, 10 minutes, je pense. C'est la première fois que ça vous fait ce genre de symptômes? Face à cette suspicion d'infarctus, les pompiers ne peuvent que prodiguer les premiers secours. Seuls les médecins pourront effectuer un diagnostic précis. Il y a un médecin qui arrive. Vous avez quel âge? 29 ans cette année. Est-ce que vous avez des antécédents particuliers, problèmes de santé particuliers? J'ai une forte anémie.
En attendant l'arrivée des urgences, il tente d'en savoir le plus possible sur les douleurs de la jeune femme. Vous faites pas d'allergie particulière? Aucune allergie. Afin de permettre aux médecins de gagner du temps quand ils interviendront. Du mal à respirer? Quand vous dites du mal, c'est-à-dire? Tout à l'heure, j'arrivais plus à respirer. D'accord, vous y étiez complètement bloqué, les respirations bloquées. C'est ça, tout à fait. Ce sont les collègues de la jeune victime qui ont alerté les pompiers. Grâce à leur réflexe de premier secours et à leur réactivité, ils lui ont peut-être sauvé la vie. Elle est en train de travailler, elle a une grosse douleur au coupe et niveau on rappelle, du thorax, ça commence au niveau des cervicales. Ensuite, comme elle s'est sentie mal pendant tous les deux secours du travail, on l'a allongée direct, on a pris les constantes et puis voilà, on vous a appelé. En moins de 10 minutes, une équipe du SAMU est sur place et le médecin ne perd pas un instant. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? C'est bon l'autonomie? Derrière le dos. Qui est apparu il y a combien de temps? 10 minutes, 5 heures. Oui, vous faisiez quoi à ce moment-là? Vous étiez assise, debout, en train de faire un effort? J'étais assise. Oui. Et ça a été une douleur violente. Oui. Et j'avais du mal à respirer, à retrouver la respiration. D'accord. Une pointe au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous appelez pointe? J'avais une grosse douleur. Une douleur aussi, mais qui a passé? Qui est passée. Et là, j'ai toujours mal dans le bras gauche. Oui, d'accord. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui vous gêne le plus? La douleur et... La douleur du cou, du bras? Oui. Bon, vous avez mangé ce midi? Oui. Il n'y a rien eu de particulier, pas de choc, pas de traumatisme, rien du tout? Oui. Ok, arrêtez de respirer. Ce médecin urgentiste va ausculter la jeune femme en prenant en compte les premières constatations des pompiers. Respirez bien fort. Donnez-moi les deux mains, serrez fort. Serrez fort, faites-moi mal. Allez-y. Ok. Bon, vous avez des soucis particuliers en ce moment? Pas spécialement. Vous n'avez rien changé dans votre rythme de vie? Non, je m'active des soutenus. Oui, vous faites du sport habituellement? Un petit peu. Afin de vérifier que son cœur fonctionne bien, les urgentistes installent un électrocardiogramme sur la jeune femme. Et après quelques minutes d'angoisse, les résultats sont plutôt positifs. Bon. Ça est bien rassurant, hein? Donc on va faire un petit passage aux urgences pour vérifier nous deux petites choses. Hein? Mais là on n'est pas inquiet, ok? Les médecins du SAMU ont écarté l'hypothèse de l'infarctus. La jeune femme ne semble pas souffrir d'un problème cardiaque, mais elle va tout de même être conduite à l'hôpital en observation. Alors, rien de très sérieux a priori, mais on va aller vérifier aux urgences, faire un ou deux petits examens complémentaires pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, mais c'est peu probable. Donc, bien rassurant. Non, non, il n'y a rien qui fasse évoquer un problème d'origine cardiaque. Finalement, la jeune femme semble plutôt avoir fait une crise d'angoisse ou de surmenage. Elle a eu beaucoup de chance, et pour elle, l'histoire se termine bien. Mais pour les pompiers, ce n'est pas toujours le cas. L'une des interventions les plus redoutées par les sapeurs-pompiers, ce sont les malaises cardiovasculaires. Douleurs thoraciques, AVC, arrêt cardiaque, ces victimes sont des urgences absolues, leur vie est en jeu. Et dans ces cas-là, chaque seconde compte. On a entendu à la radio, c'est un homme de 78 ans apparemment. Un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque. Les pompiers doivent donc intervenir le plus rapidement possible. Mais dans ce département montagneux, certains villages sont difficiles d'accès, nichés au creux des vallées. L'équipe de professionnels met plus de 30 minutes à rejoindre le chalet de la victime. Sur place, une première équipe de pompiers a déjà commencé le massage cardiaque. L'homme est au sol, inconscient. C'est son épouse qui l'a allongé au milieu du salon après son malaise et qui a prévenu les urgences. Il est arrivé un petit peu d'âme, si tu veux, de sa promenade. Et elle a vite récupéré, amené là. Il ne plaignait pas de douleur? Il sentait mal. Les pompiers pratiquent un massage cardiaque depuis leur arrivée, le seul moyen d'aider le cœur à repartir. Mais malgré leurs efforts, l'organe ne parvient pas à battre tout seul. Il faut donc tenter de le faire fonctionner à nouveau en lui envoyant une forte décharge électrique. Attention. Ne pas toucher la victime, choc délivré. Commencez de la réanimation.
Pour l'instant, on vient de délivrer un choc. On continue à masser tant que le SAMU n'arrive pas. Là, ça va, le cœur est reparti? Non, pas encore. Dans l'assemblée, les visages sont graves. Le sauvetage de l'homme semble mal engagé et les pompiers ne sont pas des soignants. Ils ne peuvent rien faire de plus. Le SAMU a été appelé lui aussi. Une équipe de l'hôpital de Briançon arrive en hélicoptère. Et les médecins ne vont pas perdre de temps à se débarrasser de leur équipement de vol. À peine arrivés, ils commencent les soins d'urgence. Aucun antécédent cardiaque ni médicaux, il ne suit aucun traitement en cours. Le médecin injecte une dose importante d'adrénaline au patient. L'une des solutions pour tenter de faire repartir le cœur. L'homme est aussi intubé pour l'aider à respirer. Donc là, le médecin, si vous préférez, vient d'intuber le patient afin que l'oxygène passe mieux. D'autre part, une ampoule d'adrénaline et d'atropine a été administrée à la victime, ainsi qu'une voie veineuse pour essayer de faire repartir le cœur. Mais malheureusement, l'électrocardiogramme, l'appareil servant à signaler les battements du cœur, reste désespérément muet. Je crois qu'on va tout arrêter. On va tout arrêter. Après plus d'une heure de massage cardiaque, les équipes de secours doivent se rendre à l'évidence. Le patient n'a pas survécu à son arrêt cardiaque. Malheureusement, c'est perdu. Ouais, bien souvent, c'est des arrêts qui sont assez foudroyants et malheureusement, on les ramène pas tous, hein, malgré tous nos efforts et les efforts du médecin. Malheureusement, ça a été là. Pour les urgentistes, perdre une victime fait malheureusement partie de la routine. Mais pour certains, le choc est plus dur à encaisser. Comme pour Damien, jeune pompier volontaire, qui n'avait encore jamais été confronté de si près à la mort. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Peut-être que pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé. Peut-être que ça viendra plus tard, après. Le rôle de ses aînés va maintenant être de l'aider à passer ce cap. C'est ton premier, Dami? Ouais. Ça va? Oui, ça va. Si tu veux, on en parle après. Ouais, pour l'instant, ça va. Ça vient de se passer. Ouais, merci. Car chez ces hommes très soudés, prendre soin des autres, mais aussi des siens, est primordial. Forcément, ça reste un peu dur parce que pour nous, c'est quand même une vie qui s'est en allée, quoi. Après, on fait la part des choses qu'on n'est pas responsable de cet état de fait. On va surtout voir un peu avec nos jeunes, tout ça, pour voir avec eux, plus avec eux, voir si eux ils vont bien, quoi. Parce que des fois, ils ont beau paraître costauds, mais des fois c'est leur premier ou leur deuxième décès, et c'est jamais évident à en parler. Donc après, c'est plutôt à nous, justement, autour d'un verre tranquille à la caserne, autour d'un coca, de les faire parler pour qu'ils puissent extérioriser tout ça et qu'ils passent à autre chose. Perdre une victime, c'est donc une dure réalité que tous les urgentistes doivent apprendre à accepter. Les drames font malheureusement régulièrement partie de leur quotidien. En France, près de 245 000 pompiers ont la lourde tâche de venir en aide à leurs concitoyens. Des hommes et des femmes portés par une vocation. Un quotidien rythmé, pas toujours facile à mener de front avec une vie civile classique, surtout avec ses proches. Sur ordre, c'est bon, c'est fait. Voilà, bonne manœuvre. Yann est pompier volontaire à la caserne de Barcelonnette. Passionné par son métier, il a accepté de nous recevoir chez lui. Éducateur spécialisé dans le civil, Yann n'a pas vraiment eu d'autre choix que de s'engager dans le corps des sapeurs-pompiers. En fait, quand je suis arrivé dans la vallée, tous mes amis étaient pompiers. Donc tout le temps, quand je sortais, jeune adulte, c'était qu'avec des pompiers. Et tous les matins, j'avais un contrat d'engagement dans ma boîte aux lettres. Donc tous les matins, je le prenais, je le mettais à la poubelle ou je le rendais aux collègues. Et tous les jours, j'avais un contrat d'engagement. Et un jour, je suis allé voir le chef de centre, j'ai dit « Ok, j'ai compris, je veux bien venir, mais je veux pouvoir partir. » Et ça fait 20 ans que ça dure.
Yann est marié et a 2 enfants. Il y a la relève. Tu fais les pimpons? Comment ils font les pimpons? Une famille soudée qui a fini par s'accommoder des exigences d'une vie de pompier. Là où c'est contraignant, c'est plus pour la vie de famille où justement quand on a des repas, on est tous ensemble et puis après il doit partir ou comme là ce week-end du jardin à faire, bon, il n'a pas forcément fait parce qu'on se dit s'il tombe et qu'après il doit partir. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais bon, on s'y fait. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on est quand même fiers. La fierté, c'est le maître mot dans cette famille. La petite Tiffaine, 6 ans, idolâtre son papa comme toutes les petites filles. T'es fière de lui? Oui. Pourquoi? Parce que je l'aime bien et que j'aime bien qu'il soit obligeant. C'est sûr que tu préfères qu'il soit plus à la maison, hein? Parce que des fois il n'est pas tout le temps à la maison. Hein? Car être pompier est un véritable sacrifice. Anniversaire, Noël, la priorité n'est plus aux fêtes familiales, mais à l'urgence d'une vie. Alors pour Tiffaine et son petit frère Baptiste, il a fallu apprendre à partager un papa souvent absent. Le samedi matin, papa il est à l'entraînement et samedi à midi, papa il appelle pour dire qu'il rentre pas et il rentre samedi soir et ils sont déjà couchés, donc il voit papa que dimanche, quoi. S'il n'est pas de garde. Donc ça peut poser quelques problèmes. Mais le plus dur à vivre pour les proches d'un professionnel de l'urgence, c'est le danger permanent qui les entoure. Chaque année, une dizaine de pompiers perdent la vie pendant le service. Est-ce que parfois tu as peur pour ton papa quand il part? Oui, des fois. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai peur qu'il se fasse mal ou qu'il se blesse. Malgré les risques, les absences, l'entourage est toujours primordial dans l'équilibre d'un pompier. Face aux drames qu'ils doivent endurer, l'oreille attentive d'un ou d'une conjointe est toujours un échappatoire salutaire. On a besoin d'évacuer, on a besoin de parler, et quand on arrive sur des gros cartons, une voiture qui est tombée dans le col de Restefond, ou là on a ramassé des personnes qui sont décédées, des fois dans des mauvais états, quand on est allé, comme sur le crash de la Germanwings par exemple, on y était, toute la caserne de Barcelonnette y était. Le 24 mars 2015, un avion de ligne transportant 150 passagers entre Barcelone et Düsseldorf s'écrase dans les Alpes françaises, à quelques kilomètres de la maison d'Éric. Le pilote avait délibérément dirigé son avion sur la montagne pour se suicider. Sur les lieux du crash, aucun survivant. Un drame humain que les pompiers de Barcelonnette ont vécu, tout comme beaucoup de leurs collègues du département. Donc c'est des choses qu'on vit une fois dans notre vie. Des fois, certains pompiers ne le vivront jamais. Je le souhaite à tout le monde de ne pas le vivre d'ailleurs. Mais on a besoin d'évacuer, on a besoin vraiment de parler pour sortir. Et puis quand on rentre, souvent, notre regard en dit long. Donc ma femme, elle pose des questions, je pense comme toutes les femmes de pompiers. Voilà, elle sait qu'il s'est passé quelque chose, elle veut savoir. Donc elle va gratter. Puis elle veut surtout savoir si on ne s'est pas mis en danger, si on n'a pas exagéré, si on n'est pas allé un peu trop loin. Voilà, si on s'est protégé, quoi. Pour éviter qu'un jour il y ait la catastrophe, parce que demain il y a les petits qui sont là et voilà, on veut pas faire des orphelins. Chaque année, Yann participe à environ 60 interventions. Lui est pompier volontaire. Mais pour les professionnels, ce chiffre peut monter jusqu'à près de 7000 interventions. Et parmi leurs missions les plus récurrentes, les accidents de la route. Il est 21h et les pompiers de Barcelonnette sont loin d'avoir fini leur journée. Voilà, un véhicule qui est resté sur le toit après avoir fait des tonneaux. Et la victime, une personne serait à l'intérieur et on n'a pas de notion sur son état. L'accident a eu lieu sur une petite route de montagne dans la région de Barcelonnette. Dès qu'ils découvrent la position de la voiture, retournée sur son toit, les pompiers imaginent le pire. Dans un instant dans Révélation, vous découvrirez comment les pompiers arrivent à gérer un grave accident de la route. Apparemment, il y avait des traces d'où il est arrivé. Hein. On voit les traces là, et apparemment, j'aurais tendance à dire l'impact dans le talus aussi ici.
Je pense qu'il a tapé comme ça et après il s'est retourné. Vous assisterez aussi à un sauvetage spectaculaire d'un alpiniste bloqué sur une paroi rocheuse. Il ne faut pas avoir peur du vide, il faut avoir confiance, se mettre sur un câble qui fait quelques millimètres de diamètre, avoir confiance dans l'équipe. Il est 21 h et les pompiers des Alpes de Haute-Provence viennent d'être appelés pour une nouvelle mission. Voilà, un véhicule qui est resté sur le toit après avoir fait des tonneaux. Et la victime, une personne serait à l'intérieur et on n'a pas de notion sur son état. L'accident a eu lieu sur une petite route de montagne dans la région de Barcelonnette. Dès qu'ils découvrent la position de la voiture retournée sur son toit, les pompiers imaginent le pire. Une première équipe d'urgentistes a déjà dégagé la victime de son habitacle. Puis apparemment il était plus ou moins inconscient, 30 secondes, 1 minute, voilà. Et puis... Il a été stimulé et puis il s'est réveillé voilà. Et puis il est sorti tout seul. Donc, Malgré la violence de l'accident, l'automobiliste semble avoir eu une chance miraculeuse. Il est encore en vie. Les pompiers tentent de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Et apparemment il y avait des traces d'où il est arrivé. Hein. On voit les traces là. Et apparemment, j'aurais tendance à dire l'impact dans le talus aussi ici. Je pense qu'il a tapé comme ça et après il s'est retourné. Je pense qu'on peut dire qu'il a eu de la chance. Ouais. Ouais. Après, on ne peut pas dire à quelle vitesse il roulait, mais en tout cas, il aurait pu faire un joli saut ou alors il aurait pu faire plein de tonneaux et se retrouver sur la départementale qui est juste là en dessous. C'est pas très très loin, mais il aurait pu très bien finir là-bas et prendre une voiture ou autre chose qui passe à cet endroit, quoi. Dès qu'un accident se produit, les gendarmes aussi sont toujours mobilisés. Pour enquêter sur les circonstances du drame, mais aussi pour déterminer les responsabilités du conducteur. Et les forces de l'ordre vont vite avoir une intuition. Je pense que ça se fait tout. Ah, d'accord. Ouais. On va voir ça. L'homme est ausculté dans le camion des pompiers et tous ont remarqué son comportement un peu suspect. Quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est? Le 5 ou 6 mai. On est vendredi, quoi. Et surtout, les effluves d'alcool qu'il dégage. Ils sont censés vérifier son alcoolémie, ouais, bien évidemment, ouais. Et bon, priorité d'abord aux pompiers et aux soins. C'est eux qui nous donneront le feu vert. Car l'homme a avant tout subi un accident grave. Sa santé est donc primordiale. Mais de ce côté-là, tout semble jouer en sa faveur. J'ai mal là, voilà. Ouais, là il y a la petite plaie là. Il a une toute petite plaie à la tête. En gros, il a rien. Si aucune lésion physique n'est à déplorer, ce qui inquiète les pompiers, c'est l'état psychologique de la victime. Il semble désorienté, noyé dans le chagrin. Vous faites un petit formidable. Après, tu tombes sur des petits cons comme moi. Mais non, on est là pour tout le monde. S'il y a besoin de nous, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un accident? Il y a que rater le virage, t'as bu un peu plus, t'es malheureux parce que tu divorces, et voilà. Et encore heureusement que la voiture s'est mise à travers. Tu peux tuer quelqu'un quand même. Tu peux tuer quelqu'un. Et tu te dis, ouais, c'est bien sorti, il n'y a que toi camouflé. T'as perdu ta voiture, t'as perdu ta femme et le divorce. T'as fait mal, t'as tué personne. Quoi. Pour les pompiers, les circonstances de l'accident commencent à s'éclaircir. L'homme en pleine dépression aurait bu pour oublier ses malheurs et pris le volant pour rentrer chez lui. S'il a échappé à de graves séquelles, il ne peut pas passer entre les mailles de la gendarmerie. Son taux d'alcool doit être contrôlé. Tu veux pas souffler, on n'en parle plus, c'est 10 secondes. Mais je veux être positif. Vous le savez très bien. Là, il veut bien te croire que tu as bu, que tu es positif. Voilà. Mais en fait, si tu souffles pas, c'est comme si tu refusais de souffler. Mais au moins, vous marquez ce que vous voulez. Mais j'ai pas non, je marque. Et ouais, mais ça sera pire. Ça sera pire. Mais attends, on me l'enlève le permis, je ne veux plus travailler. Je ne pas ça, je m'enlève tous les papiers. Si tu m'enlèves le permis, je... Monsieur, si vous soufflez pas, la justice, elle va vous le retirer le permis de toute façon. Vous avez gagné, monsieur. Non, mais j'ai rien à gagner ni à perdre. Non, mais je sais, vous êtes obligé de faire votre travail. Voilà. Ce que je vous explique, c'est que vous allez prendre la durée de suspension maximale si vous refusez de souffler. Eh bien, je vais la prendre. Déboussolé, l'homme refuse de souffler dans l'éthylotest. S'il est positif,
Il risque une grosse amende, mais refuser de se soumettre à un contrôle est aussi un délit. L'homme pourrait même y perdre son permis de conduire. Le fait de refuser de se soumettre, c'est plus sévèrement puni que d'être positif. Que d'être positif. Parce que dire ça montre que vous avez la volonté délibérée en fait de refuser de vous soumettre. Partout. Donc je vous repose la question, monsieur. Je fais des astreintes pour aider mon fils qui est bête de chez et tout. Je fais tout, je perds tout pour le connerie. Après de longues négociations, l'homme finit par accepter le test d'alcoolémie. Et le résultat est sans surprise. Effectivement, vous êtes positif. Je vous confirme, vous êtes positif. Il faudra aller à l'hôpital pour connaître son taux exact. Pour conduite en état d'ivresse, cet automobiliste risque jusqu'à 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et l'annulation de son permis. Une moindre peine au regard de sa voiture. Une épave qui aurait pu lui coûter la vie. Dans le sud de la France, les températures élevées sont monnaie courante. Mais même pour ces habitués du soleil, une trop forte canicule et c'est l'hécatombe. C'est les pompiers, on va vous amener à l'hôpital. Aujourd'hui, le thermomètre affiche 40 degrés à l'ombre. Dans les Alpes de Haute-Provence, les malaises se succèdent en cascade. J'ai eu chaud et la tête qui tournait, les fourmis dans les mains et... En cas de canicule, les premières victimes sont les personnes âgées et les enfants. Un collège est d'ailleurs en train d'en faire la triste expérience. Il est 15 h, les pompiers interviennent en urgence. 250 élèves sont en train de subir les ravages d'une hausse extrêmement importante des températures. En fait, ils sont déshydratés, ils souffrent de la chaleur et donc certains présentent des bilans un peu plus engagés. Donc l'option a été prise de les mener aux urgences pour qu'ils soient vraiment examinés par un médecin, vus par un médecin. Déshydratation importante et voilà, et un gros coup de chaleur avec des maux de tête importants. Donc, voilà. Et là, on essaye de voir les gens stressés, les gens vraiment qui sont pas bien. Du coup, comme ça, on différencie bien et on les sépare. Parce que ça sert à rien de montrer un peu plus de stress. Et ceux qui ont mal à la tête, ils restent et ils boivent, ils mangent du sucre, voilà. Dans cette salle de l'établissement, l'une des plus fraîches, les élèves les plus atteints par la chaleur ont été regroupés. À voir leur visage extrêmement pâle, on comprend très vite qu'ils ne vont pas bien du tout. Les pompiers font tout pour les rassurer. Il y a plein de pompiers, mais c'est pas grave, d'accord. On est là pour vous. Ok. Là, tout ça, c'est des élèves, là. Et ça, c'est des élèves qui arrivent petit à petit parce qu'ils leur ont dit si vous avez mal à la tête ou quoi, venez ici, c'est la pièce réfrigérée. Donc ils arrivent tous petit à petit. Donc là, on a demandé au directeur de l'école qu'il fasse un jeu. 2 secondes. S'il vous plaît, madame, je voudrais avoir du silence dans cette salle. Silence dans la salle. Oh. Ma mission, c'est de prendre des victimes et de les évacuer sur le CH. Sauf que le CODIS et le CAF m'ont demandé de faire du tri ici et de ne pas évacuer pour pas engorger là-bas. D'accord, on va faire le tri. Depuis ce matin et la hausse rapide des températures, tous les hôpitaux de la région sont débordés par les cas de déshydratation. Les pompiers ont donc pour mission de s'occuper des petites victimes sur place. Face à cette crise sanitaire de grande ampleur, le maire de la commune d'Oraison a même décidé de venir en personne jauger la situation. Si la chaleur dure, c'est qu'une fois qu'ils ont organisé le rapatriement, c'est de fermer l'établissement le temps que les températures dans les salles redeviennent normales. On n'a pas les moyens aujourd'hui financiers, ni les moyens logistiques de mettre en œuvre des climatiseurs qui soient opérationnels en très peu de temps dans les salles. C'est impossible. Donc la chaleur a imprégné les bâtiments. Mais bravo aux pompiers qui sont là et en nombre pour nous aider, parce que sinon, ah oui, ça serait la panique. Hein. S'ils n'étaient pas là, ce serait... C'est pas exceptionnel chez nous, hein. On est bien en Provence, mais c'est exceptionnel dans l'intensité et la rapidité. D'habitude, c'est le problème de ces chaleurs qu'on rencontre là, hein. C'est que d'habitude, on s'y habitue petit à petit, et là, elles sont arrivées en une semaine, voilà, on est sur des températures vraiment estivales, quoi. Mais d'habitude, on est à la plage ou à la piscine. Dans ce collège, les élèves n'avaient pas anticipé ce gros coup de chaleur. Une surchauffe qui touche tout le monde. Coup de chaleur, c'est effet domino, et ça s'enchaîne. Une situation, parce que les petits copains voient quelqu'un qui fait un malaise, et bien eux aussi font le malaise et ressentent tout ça. Plusieurs parents sont venus le plus rapidement possible chercher leur enfant.
Les autres élèves vont attendre au frais que les températures redescendent avant de rentrer chez eux. Et dans la cour de l'établissement, les professeurs ont aussi trouvé une solution radicale pour rafraîchir les cas les moins graves. Une situation comme ça, oui, c'est exceptionnel. Là, on les arrose, comme ça ils ont un petit peu moins chaud, mais il fait très chaud. Si ces petits chanceux peuvent profiter d'un intermède ludique, pour d'autres, la canicule a de graves conséquences. Les pompiers ont dû prendre en charge une jeune fille en pleine crise de panique après avoir fait un malaise dû à la chaleur. On essaie de se calmer, on arrête de trembler, d'accord? On arrête de trembler, on essaie de respirer comme il faut. Vraiment. Là, tout à l'heure... La collégienne est l'une des seules élèves à être amenée aux urgences. Son état nécessite une surveillance médicale accrue. Une petite crise de pasmophilie, mais rien de méchant. C'est l'angoisse? C'est quoi? C'est l'angoisse? Voilà, l'angoisse, le stress de voir tous ses copains. Elle est sujet à faire ce type de malaise, à part c'est son père, donc il a préféré qu'on la transporte à l'hôpital avec l'accord du SAMU. Finalement, la jeune fille ne restera que quelques heures en observation. Réhydratée et rassurée, elle a pu rentrer chez elle en parfaite santé. Encore une fois, grâce à leur rapidité d'intervention et leur implication, les pompiers ont évité que sa crise n'empire. Et cette réactivité, c'est ce qui fait la réputation de ces professionnels de l'urgence. Les Alpes de Haute-Provence, une région avec des paysages à couper le souffle. Entre montagnes et vallées luxuriantes, le département est l'un des hauts lieux du tourisme sportif. Avec une destination phare, les gorges du Verdon. Ici, on peut pratiquer de la randonnée, du rafting et même du funambulisme. Un paradis pour les passionnés de sports extrêmes. En pleine nature sauvage, l'escalade est aussi un loisir très couru des estivaliers. Mais parfois, le plaisir peut virer au cauchemar. Les pompiers interviennent environ 80 fois par an dans ces gorges, à la rescousse de sportifs en grande difficulté. On doit être prêt à ce genre de situation. Donc une personne bloquée en paroi, ça peut arriver notamment sur la fin de journée avec de la fatigue, c'est souvent le cas. Au sein des casernes du département, plusieurs pompiers volontaires sont aussi des professionnels de la montagne, des alpinistes chevronnés qui s'exercent régulièrement aux interventions sur terrain accidenté. Tous les personnels qui composent ce groupe ont un lien avec la montagne. On a des guides de montagne, des brevets d'état d'escalade, des compétences en montagne, des canyons, des pisteurs secouristes. Tous on est activité avec le milieu montagnard et pratiquent régulièrement. En plus de ces formations de haut niveau, les pompiers disposent d'une arme redoutable, un hélicoptère, pouvant les acheminer au plus près de pentes escarpées de la montagne. Comme cet après-midi, un homme est bloqué le long de la paroi rocheuse. À plus de 120 mètres du sol, l'intervention est délicate. Le moindre coup de vent violent pourrait être fatal à l'équipage. Il ne faut pas avoir peur du vide, il faut avoir confiance, se mettre sur un câble qui fait quelques millimètres de diamètre, avoir confiance dans l'équipe. Il faut qu'il y ait qu'on ait la foi derrière, parce que sinon, on ne ferait pas ça tous les jours. Ouais. Heureusement, il s'agit aujourd'hui d'un exercice. Pour libérer la victime, les pompiers vont utiliser la méthode du coupé de corde. Elle est détachée de sa cordée initiale et raccrochée à un pompier. Une fois sécurisée, la victime peut être élitreillée. Une intervention spectaculaire qui permet chaque année de sauver des dizaines de vies. Intervenir dans les milieux à haut risque, c'est donc l'une des obligations des pompiers. Et parfois, la dangerosité d'une mission est plutôt insolite. Alors on va sur quoi là? Alors on va sur un nid d'hyménoptères apparemment urgent avec personnes allergiques. Donc on va aller voir déjà ce qui se passe et puis on verra bien. C'est quoi des hyménoptères? C'est des guêpes. Ça peut être des guêpes, des abeilles, des frelons, un peu tout ça. Donc on va faire le point, on va aller voir. Selon une étude récente, 5% de la population serait allergique aux insectes. Et en cas de piqûre, les conséquences peuvent être dramatiques. Hallucinations, œdème
et même choc anaphylactique. Les pompiers doivent intervenir de toute urgence. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est dans cette maison que les insectes ont été signalés. Ah, mais c'est les abeilles, ça. C'est les abeilles. Les propriétaires, un couple de personnes âgées, se sont réveillés ce matin avec une surprise de taille sur leur terrasse. Un essaim impressionnant accroché sous le toit. Mais c'est parce que ça, c'est les abeilles. Ah oui? Ils ont commencé à venir ce matin, et après, elles arrivent toutes, ça grossit, ça grossit. Mais ça, on peut pas les détruire, nous. Ah oui? Oui, c'est protégé. Protégé, mais ils piquent ou non? Oui, allô? Non. Ça va? Elles vont piquer que si vous les On est sur l'immunoptère, là. Oh là là. En fait, c'est des abeilles. J'ai tant de laine à côté, là. Ah, c'est une pique, oh là là. Non, non, vous pique pas comme ça. Et que si vous les attaquez. Ah oui? Pas comme les... Le couple n'est pas très rassuré avec ses nouveaux colocataires. Ils sont allergiques et ont très peur de la piqûre. Alors les pompiers tentent tant bien que mal de les rassurer. Si elles se sentent en danger, elles vont piquer. Ah oui. Si on les embête pas, elles piquent pas. Faut pas les embêter, quoi. Mais les pompiers sont impuissants face à cet essaim. En France, une loi interdit de tuer les abeilles, une espèce protégée. Seule solution, les confier à un spécialiste, un apiculteur. En fait, c'est un essaim d'abeilles qui est en train de se former et en fait, nous, on n'a pas le droit de... Enfin, c'est une espèce protégée, donc on ne peut pas les tuer, les détruire. Donc à chaque fois, on essaie de faire venir un apiculteur qui vienne récupérer l'essaim pour le garder, quoi. Ça l'arrange, lui? Ah ben, ça l'arrange, oui, parce qu'il récupère un essaim. Très rapidement, un apiculteur de la région arrive sur les lieux. Et à première vue, déloger les abeilles ne va pas être aussi simple que prévu. Tu vois, il est là, là. Peut-être qu'il y en a même un peu qui sont rentrés dedans, je sais pas. En espérant qu'elles n'aient pas commencé à rentrer sous le toit. Vu la taille de la bête, on est plus ça. Les abeilles vivent en colonie autour d'une reine qu'elles ne quittent jamais. Quand la reine est installée quelque part, impossible de la faire bouger. Et donc avec elle, les centaines d'abeilles qui l'accompagnent. Et c'est cela qui inquiète l'apiculteur. Le truc, voilà, c'est ça, c'est que si elles ont commencé à rentrer, si elles ont trouvé un endroit pour rentrer, que la reine est rentrée, je vais récupérer celle-là d'abeilles, mais elles vont ressortir direct de la ruche. S'il n'y a pas la reine dans la ruche, elles n'y restent pas. Elle reste avec la reine. Donc il faut espérer que la reine ne soit pas rentrée sous le toit, quoi. Qu'elle soit dans la grappe. Si elle est dans la grappe, il n'y a pas de problème. Pour le vérifier, l'apiculteur va devoir déplacer les abeilles. Dérangées dans leur installation, les abeilles risquent de devenir agressives et d'attaquer. L'apiculteur se dote donc d'un attirail complet pour se protéger le corps. Son arme, c'est ce petit récipient empli de brindilles. En brûlant, elles vont dégager une fumée qui fera fuir les importuns. Ça sert à quoi la fumée? Ça les apaise. Alors ils ne savent pas si ça les endort ou si du coup ça les met en stress parce que pour elles ça veut dire incendie, donc il va falloir peut-être quitter la ruche, donc elles s'affrètent à autre chose, quoi. Elles font autre chose et du coup elles s'occupent plus de l'apiculteur. Donc dans tous les cas, c'est nécessaire. L'apiculteur est un expert. Et en un geste simple, il fait tomber l'essaim dans une ruche. Reste maintenant à déterminer si la reine fait partie de cette grappe ou si elle est encore cachée dans une interstice du toit. Et ça, le spécialiste le voit tout de suite. On va attirer toutes celles qui sont restées sur le toit, quoi. Voilà, là l'abeille, tu vois, elle a une position caractéristique là. Tu peux venir sur le côté, il n'y a pas de souci. Hein. Et tu vois, elle a l'abdomen en l'air et elle bat des ailes. En fait, elle dégage une phéromone qui dit aux autres, elle bat le rappel, quoi. Elle appelle les autres en disant la reine est là, vous pouvez venir. Seules quelques dizaines d'abeilles restent encore près du toit. Après un enfumage rapide, elles vont vite rejoindre leurs congénères dans la ruche. Ce soir, là où elle est, j'ai juste à fermer la grille, à la baisser. Elles seront toutes dedans pour passer la nuit, quoi. Donc j'ai juste à la fermer et à la prendre, à la charger. Je vais la poser à un autre endroit. Il faut que ce soit éloigné de quelques kilomètres de préférence. Et puis elles s'établiront là-bas, tranquillement. Sur un terrain que vous avez... Sur un terrain où j'ai déjà des emplacements. Cet après-midi, les pompiers ont dû gérer une mission plutôt simple. Mais la journée est loin d'être finie et la prochaine intervention est beaucoup plus angoissante.
Un accident de la circulation, une voiture contre un piéton en centre-ville. C'est toute sirène hurlante que les pompiers se dirigent vers les lieux de l'accident. La personne percutée est un homme âgé, une catégorie de population très souvent victime d'accidents de la route. Plus de 50% des collisions les concernent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes remboursé par la voiture, c'est ça? Sur place, l'homme de 83 ans est allongé au sol, peut-être gravement blessé. Sa femme est sous le choc. Elle a assisté à la scène impuissante, tout comme quelques témoins. En fait, ils ont traversé avec madame, la voiture s'est arrêtée et la deuxième voiture derrière n'a pas vu. Et est-ce qu'il a été projeté violemment? Il a pris sur pied, il s'est retourné comme ça, il est tombé. Il n'a pas perdu connaissance? Non, il n'a pas perdu connaissance, il se plaint d'avoir mal au pied. La voiture semble en effet avoir roulé sur les pieds de cet homme. Il a repris sa respiration parce qu'il était un peu choqué au début et il se plaint d'avoir mal au pied. D'accord, on va regarder ça. On va regarder ça. Essayez de pas calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Le choc a dû être très violent. Les pompiers procèdent donc aux premiers examens afin de vérifier que l'homme ne souffre pas de traumatisme caché. Douleur, c'est dans le cou, monsieur? Non, pas ni dans le dos, le bassin. Les jambes, là. Non, vous sentez bien là? Les deux genoux, vous sentez bien là? Donc douleur, genoux et pieds. Lors de telles interventions, les pompiers doivent apprendre à gérer plusieurs victimes. Le blessé, bien évidemment, mais pas seulement. Les proches sont eux aussi des victimes collatérales qu'il faut entourer. Écartez-vous 2 minutes, s'il vous plaît. Juste une petite seconde, madame. Mais l'urgence du moment, c'est son mari. Équipier, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Transporté sur un brancard dans le véhicule des pompiers. On pose en allonge. C'est dans ce centre de soins ambulant que l'homme va maintenant être examiné par un médecin. Sa femme n'arrive toujours pas à réaliser la situation. Madame, vous restez un peu avec moi du temps que le médecin il ausculte. Hein? Après, vous irez avec. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, on va laisser le médecin comme ça et après vous rentrerez dedans, d'accord? D'accord. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais ne vous inquiétez pas, il y a le médecin avec, ça va aller. D'accord? Voilà. Je les connais bien. Allez. Pendant que le blessé se fait ausculter, les pompiers commencent à récolter les premiers témoignages pour avoir une idée de la violence de l'accident. Donc le véhicule blanc a percuté un piéton et il y a le véhicule gris qui est en cause aussi. Et les occupants du véhicule sont indemnes. Uniquement le piéton qui est blessé a priori légèrement. Le véhicule blanc est rentré dans le véhicule? Oui, a priori oui. Reste à la police sur place de déterminer les causes exactes. Les mises en cause sont encore sur place. Et l'homme qui a provoqué cette collision assure qu'il n'est pas responsable et prétexte même une perte de mémoire. C'est moi qui est rentré dans la voiture grise. Ah, dans la voiture blanche, je suis rentré dans la voiture blanche. Il était à l'arrêt, pas de stop allumé, donc j'ai conduit et apparemment, je sais plus trop en fait, je suis perdu là non plus. La voiture percutée par l'arrière, qui a donc sans le vouloir écrasé la personne âgée, était-elle conduite par cet homme? Il a eu la frayeur de sa vie. On était arrêtés, les deux, il y a deux voitures, une dame, qu'on a vu le monsieur et sa femme qui passaient. On a marqué le stop. Et en 2 minutes, le monsieur il arrive au pare-choc. Devant la voiture là-bas, au milieu de passage habitant, et le coup il arrive. Et la voiture, la mienne, il a poussé 2,50 mètres, 2 mètres de derrière, celui-là qui vient derrière. Pas plus. J'ai la petite dedans, et le monsieur il est tombé. Et j'ai appuyé sur les freins quand même. J'étais freiné. Dans le camion de pompiers, le diagnostic est plutôt rassurant. Allez-y, posez votre bras, voilà. Mais l'homme renversé est dans tous ses états. C'est juste du superficiel. Oui. Vos orteils, il n'y a rien non plus. À vue d'œil, après on va voir la radio, mais... C'est un manque de poids. Allez, calmez-vous, vous inquiétez pas. C'est superficiel, mais c'est surtout que
C'est les orteils que vous avez mal. Les orteils me font mal. Vous arrivez à les bouger un petit peu ou pas? Je les bouge, regardez. Oui, d'accord, ben, c'est parfait. Il faut le rassurer, ça. Oui, tout à fait. Surtout, il parlait pour essayer de le calmer parce qu'il respire. Ça va. Il respire un peu rapidement. Lors de leurs interventions, les pompiers sont confrontés à deux catégories très fragiles avec lesquelles il faut faire preuve de patience et de compréhension. Les enfants et les personnes âgées. Plus sensibles, ils ont plus de mal à encaisser les chocs. Ils sont fragiles et puis ils sont surtout inquiets. Donc le moindre petit truc, ils vont à l'hôpital, ils sont suivis après. Finalement, plus de peur que de mal pour ce vieux monsieur. Aucune lésion grave n'a été détectée. Ça fait une drôle d'impression, mais la voiture qui roule dessus. Je me doute. Le rôle des pompiers aura été primordial dans cette intervention. Leur compassion et leur écoute auront permis à ce couple d'affronter l'accident avec plus de sérénité. Être une oreille attentive et venir en aide aux plus faibles, les pompiers vont encore une fois y être confrontés. Dans la suite de révélations, vous verrez que posséder une piscine dans son jardin et l'entretenir peut être très dangereux. C'est une intoxication, une émanation de produits qui sont mélangés, donc sous forme gazeuse, qui rentrent dans les voies respiratoires et qui créent une intoxication. Ça pénètre dans le sang. Les pompiers viennent d'être appelés dans un lieu un peu particulier, un commissariat de police. Une femme vient d'y trouver refuge après une série de malaises à son domicile. Et dès leur arrivée, les pompiers remarquent la faiblesse de la quinquagénaire. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? C'est-à-dire? Au moins 2 semaines. 2 semaines, vous n'avez rien avalé? Pas de nourriture, rien? Le premier réflexe des pompiers, c'est d'examiner la femme afin de vérifier qu'elle n'ait pas de blessure cachée suite à ces malaises. Vous n'avez pas de douleur au niveau du bas du dos, dans la mâchoire, rien? Au niveau des bras? Non? C'est uniquement le poing au niveau de la patte? Oui, ça oui, mais au niveau de... Ça me fait un point, là, des fois. Aucune lésion ne sont détectées. La femme souffre d'un mal beaucoup plus simple qui va glacer le sang des pompiers. La faim. Ça fait longtemps que je peux manger, j'ai des problèmes d'argent. D'accord. Face à ce cas de détresse humaine, André se sent démuni. Sa seule marge de manœuvre, c'est de tenter de persuader cette femme de se faire soutenir. C'est cette dame qui ne s'est pas alimentée depuis 15 jours. C'est... Enfin, après ce qu'elle me dit, c'est dû à des soucis financiers, quoi. Donc là... On a des constantes qui ne sont pas très bonnes, on va l'allonger dans l'ambulance et on va essayer de reprendre une tension qu'on n'arrive pas à prendre avant de... Et je vais appeler le centre 15 pour savoir un petit peu ce qu'on fait de cette dame, si on a besoin d'un renfort médical ou pas. Les pompiers vont donc conduire la femme sous-alimentée jusqu'à l'hôpital le plus proche. L'urgence est vitale, car après plus de 30 jours sans s'alimenter, un être humain peut décéder. Et en continuant leur interrogatoire, les pompiers vont se rendre compte que la victime vit dans une solitude totale. Vous avez de la famille sur Digne? Vous êtes toute seule? Dans de telles situations, les pompiers doivent un peu jouer les assistantes sociales. Il ne faut pas rester comme ça sans manger. Il y a des services. Relevez la tête. La femme n'a pas besoin de secours physique, mais d'un soutien moral. Vous hydratez? Je dois être complètement déshydraté. Oui, ça se voit au niveau des lèvres. Quand vous dites que vous n'êtes pas alimenté, même pas un potage? Rien? Vous sentez faible? Fatigué? Chez moi, au début de semaine, je suis tombée dans les pommes. J'ai dû rester au moins quart d'heure événement. Quand je me suis réveillée, je croyais que j'étais dans mon lit et puis j'étais allongée par terre. Pendant le trajet vers l'hôpital, un médecin va ausculter la femme afin de vérifier que sa sous-alimentation n'ait pas gravement endommagé son organisme. Mais par chance, le diagnostic est moins pessimiste que prévu. Bon, donc le médecin pense à... Donc cette personne qui ne s'est pas alimentée, elle doit être
sans doute déshydraté. Il n'a pas l'air plus inquiet que ça, quoi. C'est peut-être plus un appel de détresse. Malheureusement, la misère des gens, on y est confronté pratiquement tous les jours. Mais bon, on est dans un pays quand même où on les laisse pas tomber quand même. On va sortir sur le brancard. Hein. C'est maintenant les médecins de l'hôpital de Digne qui vont prendre le relais auprès de cette patiente victime de la misère sociale. Et face à ces abandonnés du système, André préfère garder la tête froide, afin de lui aussi se préserver. On ne peut pas porter toute la misère des gens sur nos épaules. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est de les rassurer sur intervention, de les amener sur le centre hospitalier. Après, moi, personnellement, une fois que je quitte l'hôpital, je coupe l'intervention. Je ne cherche pas à savoir ce que la dame avait derrière. Je ne cherche pas à avoir de renseignements. Quoi. Disons qu'on se préserve. Moi, personnellement, je me préserve en faisant comme ça. Quoi. Donc, voilà, pour moi l'intervention est terminée, je rentre en caserne et je parle d'autre chose. Quand on est pompier, il faut savoir faire face à des situations extrêmement variées, mais aussi à des victimes multiples, pas toujours prêtes à coopérer avec leurs anges gardiens. Une équipe de la caserne de Manosque vient d'être appelée pour venir au secours d'un homme. Mais ils le savent, l'intervention risque de ne pas être de tout repos. On part pour un homme agité, agressif, avec des douleurs abdominales, dans un camp de gens du voyage. Il y a la police sur place, c'est ça? Et on attend la police avant de rentrer dans le camp. Ah oui, vous rentrez pas là. La police nous attend au rond-point juste avant. Et... Même s'ils sont là pour aider, les pompiers ne sont pas toujours bien accueillis par certaines victimes. Symbole de l'autorité, ils ont parfois du mal à exercer leur métier dans de bonnes conditions. L'intervention d'aujourd'hui pourrait être difficile. L'homme malade est décrit comme agressif. Sur place, les pompiers sont escortés par des policiers. Car l'homme ne souffrirait pas seulement du ventre, il serait aussi victime de troubles psychologiques et suivi par aucun médecin, comme l'explique sa mère. Nous on l'a acheté de l'hôpital, il garde dans 12 jours, il est large. Il n'est pas soigné. L'homme vient lui aussi à la rencontre des pompiers. Il n'est pas soigné, monsieur. Et son discours incohérent semble prouver son état psychologique instable. Moi, j'ai pas fait de victime de couleur. Dans mon bœuf, je suis une couleur joyeuse. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Joyeuse dans mon bœuf. Monsieur, je suis tout le temps frappé premier, voilà. Monsieur, on me dit que... Malgré ses propos sans queue ni tête, les pompiers tentent de comprendre de quoi souffre cet homme. Il se plaint de vives douleurs abdominales. Monsieur, on nous a appelé parce que vous aviez mal. Vous aviez des douleurs abdominales. Regardez, on m'a appelé. Ce jour-là, j'ai pas digéré mon morceau de pain tranquille, on me l'a pas fait manger tranquille. Mais où? J'ai un enfant, je le vois plus, ça fait 3 mois. Ça, monsieur, j'y suis pour rien, moi, monsieur. Je me nourris pas de sa haine ni de sa joie. Je suis gentil comme père. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive là, exactement? C'est une cicatrice, tu l'ordonnes pour le pompier. La feuille de l'eau. Non, mais t'as pas besoin de me dire. Je suis malade, je devais me faire soigner en sortant. J'ai mangé que des boîtes. Non, mais monsieur, ma mère. vous avez mangé quand, la dernière fois? Là, le dernier mangé, c'est ce matin. Ce matin. Et depuis ce matin, vous avez mal au ventre? Ouais. D'accord. L'homme a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et il semble de nouveau en pleine crise psychotique. Vous voulez pas venir à l'ambulance? On va se mettre dans l'ambulance là? Là, je me prends mon t-shirt. Prenez un t-shirt. Très instable, l'homme commence à devenir agressif. Il semble déjà avoir fait preuve de violence envers les siens. Avec une bouilloire, il m'a brûlé tous les reins. Le genou, il m'a envoyé 3 fois à l'hôpital. L'œil, regardez ma caravane. Elle est défoncée. Les pompiers décident donc d'évacuer cet homme au plus vite. Encore faut-il qu'il accepte de quitter sa caravane. Avec les soignés, je suis plus propre que toi, va te laver, va. Monsieur, vous éteindrez le chauffage? Qu'on vienne pas faire un feu? L'homme semble complètement hermétique à ce qui est en train de se passer. Face à ce cas, les pompiers gardent leur sang-froid et ne perdent pas de vue leur mission, lui venir en aide. Il y aura des cigarettes pour moi, juste des cigarettes. Non, ça, dans l'ambulance, monsieur, on peut pas fumer, il y a de l'oxygène. À l'hôpital, après, oui, ça, vous verrez avec eux. Alors, la douleur, vous avez déjeuné ce matin, c'est ça? Non, je déjeune pas le matin. Vous avez mangé ce matin? Je nourris des bisous des autres. Non, mais vous avez mangé... Vous avez mangé quoi? Pas le matin. Vous avez mangé quand pour la dernière fois? À 4 heures. Du matin? Non, pour l'après-midi. 16 heures. Ok. Beaucoup?
La moitié d'un repas, j'arrive pas à le finir entier, mes repas. C'est-à-dire la moitié? La moitié de l'assiette que ma mère me sert. D'accord. La douleur, elle est encore? La douleur, elle y est plus. Elle y est plus. Est-ce que vous voulez voir un médecin? Oui. Oui? Oui. D'accord. Vous n'avez pas perdu connaissance? Non, presque. À la fin, j'étais presque à tomber, c'est pour ça que je me... De la douleur? Ouais, pas la douleur, ouais. Aujourd'hui, là? Ouais. D'accord. Et vous mangez régulièrement? Je mange un repas sur 3. Direction l'hôpital le plus proche. Et arrivé devant les urgences, l'homme continue à faire des siennes. Il ne compte pas se faire ausculter tout de suite. Il fausse compagnie aux pompiers pour aller demander une cigarette à des passants. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah non, monsieur, on est à l'hôpital, on fume pas là. Non, non, mais vous êtes au milieu là. Monsieur, vous éteignez la cigarette, on va voir les infirmières là. Quelle heure elle est, s'il vous plaît, monsieur? 19h. L'heure de manger, quoi, la psychiatrie. Oui, je vais vous donner un plateau et vous rentrez avec moi. Allez, vous venez. Allez, écrasez votre cigarette, s'il vous plaît. Merci. Mettez-la là-dedans, monsieur. Non, je regarde. L'homme va maintenant subir un examen médical afin de déterminer d'où viennent ses douleurs abdominales. Mais il semble surtout qu'il souffre d'une grave crise schizophrénique. Son séjour à l'hôpital risque de ne pas être de courte durée. Caserne de Digne. Une partie des effectifs est aujourd'hui réunie pour une démonstration originale, découvrir le fonctionnement d'un airbag de voiture. Attention, action, à 3. 1, 2, 3. L'expérience du jour n'a qu'un seul but, faire comprendre aux pompiers les conséquences que l'ouverture d'un airbag peut engendrer sur une victime d'accident de la route. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, son déploiement est très violent. Mettez la main prudemment derrière. C'est chaud. Mets la main, tu vas voir. Ah ouais. Si tu mets la main dessus, c'est très chaud. La température de l'air injecté lors du gonflage de l'airbag est effectivement de 80 degrés. J'ai des vidéos où on voit, c'est très court la vidéo. Ce sac, il devient rouge. C'est pour ça que quand on arrive, que tu placardes gentiment la tête dessus, tu pouvez avoir des personnes qui vont avoir des lésions superficiellement brûlées ou là. Voilà. Sachez que vous avez des airbags genoux, vous avez des airbags dans les sièges, il y en a de partout. Un airbag se déclenche automatiquement dès que le choc atteint les 15 km/h. Et il se gonfle à 300 km/h. Une protection indispensable, mais qui n'est pas anodine pour le passager. C'est calibré pour que quand vous venez gentiment vous placarder la tête dessus, ça fait un peu office d'amortisseur. En même temps, malgré que c'est quand même ceux qui ont subi l'airbag, ils disaient qu'ils ont la sensation d'avoir pris un coup de poing. Et après la théorie, les pompiers vont tout de suite être confrontés à la pratique. Un carambolage entre plusieurs voitures vient d'avoir lieu sur une route départementale. 3 voitures en cause et 3 impliquées. Sur place, les dégâts sont importants. Les 3 voitures ont subi un choc violent. Heureusement pour les passagers, leurs airbags se sont déclenchés. Donc un jeune homme d'une trentaine d'années, qui a perdu le capteur d'airbag au niveau du thorax. Et il a des douleurs Dans cette camionnette, le jeune homme qui a percuté le véhicule devant lui. Nous pouvons encore voir son airbag déployé qui lui a sûrement sauvé la vie. Mais il n'est pas pour autant complètement indemne. Allez, viens. C'est bon, Fredo? Je me suis juste pris le tac dans la gueule avec cette ampoule. Ouais, mais on va voir. Le jeune homme est conduit jusqu'au véhicule des pompiers pour y être examiné. Une autre équipe d'urgentistes prend en charge une deuxième victime. Une femme dont la voiture a été prise en sandwich lors du carambolage. Plus gravement blessée, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Mais ses jours ne sont pas en danger, son airbag l'a aussi protégé. Allez, tu t'allonges, on te met un collier, juste précaution. Le jeune homme est lui pleinement conscient de son accident. Il se rappelle très bien avoir freiné brutalement pour tenter d'éviter d'emboutir la voiture devant lui. Et avoir reçu un violent coup dans la tête, son airbag. Ça a pilé d'un coup, et j'ai pas vu que ça ait pilé, j'ai tapé.
Chose qui arrive. Je peux frapper fort, en frapper à 20, 25, pas plus. Là, les douleurs, dis-moi les douleurs par rapport à l'airbag, hein, c'est ça? Ouais, le menton, le thorax. Ouais, on le met dans l'ambulance, on l'allonge, on lui met un collier, on le coquille, et là, par contre, jusqu'à l'hôpital, il ne bouge plus. Le jeune homme va donc être ausculté par des médecins aux urgences, et son bilan est très rassurant, plus de peur que de mal. Grâce à sa ceinture de sécurité et son airbag, son carambolage ne lui laissera aucune séquelle grave. Si nous sommes habitués à voir les pompiers intervenir au bord de nos routes ou lors d'incendies, ils participent parfois à des missions auxquelles nous ne pensons même pas et qui pourtant nécessitent régulièrement leur intervention. Les Alpes de Haute-Provence, un département où il fait bon vivre, avec plus de 114 jours de soleil dans l'année et des étés pendant lesquels le thermomètre grimpe, une grande partie des maisons de la région sont équipées de piscines. Un luxe quasi indispensable. Mais qui dit piscine, dit entretien. Au printemps, les propriétaires doivent remettre en marche les machines permettant de filtrer l'eau des bassins. Alors tous les ans à cette période, c'est le même rituel pour les pompiers. Intervenir pour des malaises liés aux émanations toxiques des produits d'entretien. Bonjour madame. Donc en fait, ce qu'elle a fait, ouais. Elle a mélangé un produit pH, et il y a eu une émanation en fait. Ouais. Donc elle a respiré tout ça, elle est sortie directement. Et là actuellement, donc ça l'irrite au niveau du nez et de la gorge. Cette femme n'arrive plus à respirer. Ses poumons semblent atteints, elle n'arrête pas de tousser. Elle a voulu mettre du chlore dans sa piscine en prévision des beaux jours. Malheureusement, elle a fait une mauvaise manipulation. Les produits toxiques se sont mélangés et ont dégagé un gaz dangereux pour sa santé. Vous en avez respiré une bouffée, pas plus, hein? Ah, beaucoup? Mais oui, parce que je ne suis pas conçue tout de suite. Je me disais, mais c'est bizarre cette réaction. D'accord. En présence d'humidité, ces produits chimiques peuvent se décomposer. Un cocktail détonnant peut se former et donner lieu à des émanations de gaz et même des explosions spontanées. Ok. Allez, on va essayer de récupérer le nom des produits. Ouais, la dame a eu une émanation de produits divers, donc on ne sait pas pour le moment ce que c'est. J'essaie de me renseigner. La femme est placée sous oxygène. Son mari a lui aussi respiré ce gaz toxique. Les effets commencent à se faire sentir. Le monsieur aussi, il a commencé à avoir des... Ouais, attendez. Les conséquences d'une telle intoxication peuvent être graves. Chaque année, des décès sont même recensés. Allez, on va vous conditionner dans l'ambulance. Hein. Ben, c'est une intoxication, une émanation de produits qui sont mélangés, donc sous forme gazeuse, qui rentrent dans les voies respiratoires et qui crée une intoxication. Ça pénètre dans le sang, et voilà. Donc ça commence par des difficultés respi, hein. Et puis grosse toux, picotement, et voilà. La respiration, ça... Ouais, forcément, ça pique un peu quand je respire fort, mais c'est pas... Tandis que mon épouse était au-dessus du bidon. Et puis avec le bidon Keno, pour le temps de le reposer, ça fumait de partout. En France, il y aurait plus de 770 000 piscines. Et tous les ans, des centaines de propriétaires prennent de graves risques en voulant les désinfecter. C'est des accidents qui sont fréquents dès qu'on arrive au beau jour. Les gens remettent en œuvre tout ce qui est système de chloration, soit en électrolyse, soit en système biclassique. Et il peut y avoir des fausses manipulations, il peut y avoir l'exposition à la chaleur, l'exposition avec de l'eau. Voilà, et donc des produits aussi incompatibles entre eux, des acides, des bases, et forcément des petits accidents, alors plus ou moins importants, mais c'est très fréquent en France à partir du printemps et jusqu'à ce que les piscines ne soient plus en œuvre. Voilà. Pensez, c'est hyper important, ces accidents sont très courants. Qui vous refassent, pour le commun des mortels, avec des fois la fatigue, on ne se rappelle plus, des panneaux extrêmement clairs, c'est le rôle d'un professionnel. Dans ce bidon, il y a ça, avec les différents noms qu'on emploie. Hypochlorite de sodium, chlore, voilà, comme ça, même si demain on est fatigué, on est ailleurs, on n'a pas de confusion possible. Ok. Mais la journée improbable des pompiers n'est pas encore terminée. Maintenant, c'est une victime bien insolite qui a besoin d'aide. Donc là, on part sur un animal en difficulté. Il y a un canal d'arrosage à Manosque, là, et apparemment ça serait une petite biche, un fan, voilà, qui est en difficulté. Donc on va aller rapidement reconnaître ça et voir si... Voilà, donc c'est un petit canal d'arrosage et on va aller rapidement voir si on peut
l'aider à sortir du canal. Le département des Alpes de Haute-Provence est traversé par le canal de Manosque sur 53 km, auquel s'ajoutent 179 km de canaux secondaires. Une spécificité locale dont le but est de fournir en eau des exploitations et des jardins privés. Le tout dans un environnement sauvage. On a pas mal de canaux ici, donc des canaux d'arrosage, et il y a aussi le canal EDF. Et donc on a des fois des animaux sauvages qui se retrouvent dedans et il faut qu'on intervienne pour les sortir. Et on va voir s'il est blessé, éventuellement appeler un vétérinaire. Le promeneur qui a alerté les pompiers est encore sur place. Selon lui, l'animal était en très mauvaise posture, il semblait mal en point. Ouais, il y avait juste sa tête qui sortait de l'eau. Sa tête. Alors? C'est lui qui a appelé, mais c'est vous le requérant? Ouais, je vais essayer de vous appeler. Là, j'ai fait le lot et elle n'y est plus. Elle n'y est plus? Non. Elle était où là? Elle était là-bas au 80, mais après je sais pas si elle s'est fait emporter par le courant ou pas. Les pompiers décident donc de remonter le canal dans l'espoir de retrouver la biche. Et effectivement, il semble qu'il soit sur la bonne voie. L'animal a été vu par plusieurs personnes. Vous cherchez le cerf? Oui. Je l'ai vu, mais après... C'est quoi? C'est un fan? Il y a des cornes, donc je pense à un jeune cerf. Il descendait le courant, vous l'avez vu descendre? Le courant il est comme ça? Ah oui, il descendait, oui. Il descendait? Les pompiers jouent les gardes forestiers sur la piste de l'animal. Et leur ténacité va finir par payer. Attends, Gianni, il faut qu'on regarde là. S'il s'est mis dessous, là, tu vois. Vous avez pas vu une biche? Ouais. Elle est là. Cachée dans ce talus, nous pouvons effectivement apercevoir une biche. Et elle est remontée, tu vois? Elle était dans l'eau, elle est remontée. Ah ouais, elle est tombée dans l'eau. Je l'ai vu. Elle est remontée. Ah, j'ai pas vu remonter parce que le temps que elle a dû remonter, à mon avis, elle est remontée toute seule. Hein. Là, elle doit être épuisée. Un spectacle insolite qui a attiré de nombreux badauds. On voit pas ça tous les jours, quoi. Ah ouais, c'est pas courant. Pas courant, surtout ici. La pauvre bête semble à bout de force et tétanisée par la peur. Elle a réussi à se sortir de l'eau dans un dernier effort. Mais là, c'en est trop pour elle, elle ne peut plus faire un pas. Elle peut pas sauter le canal, c'est pas possible. Non, apparemment, elle peut pas remonter de l'autre côté, c'est vachement abrupt. Là, je sais même pas comment elle a réussi à monter là. Elle est épuisée parce qu'elle a dû nager un moment, elle bouge pas. Donc l'idée, c'est plutôt, à mon avis, de l'attraper. D'accord? Mais pour ça, il faut qu'on soit plusieurs parce que c'est pas un fan, c'est une jeune biche, mais avec des bois. Donc voilà, il faut qu'on se protège. Les pompiers sont formés pour affronter n'importe quelle situation, même le sauvetage d'un animal en détresse. Mais l'intervention d'aujourd'hui s'annonce très complexe. Là, ça va être un petit peu compliqué pour la sortir, parce qu'elle est vraiment bloquée. Et donc voilà, il va falloir qu'on réfléchisse comment, sans l'effrayer, comment on arrive à l'approcher pour essayer de l'attraper. Les pompiers ont fait appel à des renforts, le SAV, le sauvetage aquatique. Ce sont ces spécialistes des interventions en milieu aquatique périlleux qui vont tenter de rejoindre le cervidé pour le transporter dans un espace sûr. Donc il est à 150 mètres un peu plus loin là. Ouais. En fait, il était dans le canal, il s'est réfugié à flanc de talus, mais il est complètement bloqué, grillage, arbre. Ouais, on va en laisser un qui va descendre et un qui reste en sécurité sur la berge. Voilà, et priorité à la sécurité quand même du collègue, et après on essaye de, si on peut saisir l'animal et arriver à le faire partir surtout. Parce que là, s'il part par là, il va être que sur les habitations, donc c'est pas forcément la solution. Ah, mais en plus il remontera pas là. Et voilà, il faut vraiment arriver à le pousser là le long, là, qui monte là-bas. Là. Mais après là-bas c'est un champ, mais l'un des sauveteurs descend à l'aide d'une corde dans le canal. Bon, donc là, j'envoie les deux saves dans l'eau. Mais à peine a-t-il parcouru quelques mètres dans l'eau que l'animal s'enfuit. Bouge pas. Voilà, il va y aller tout seul. Je peux pas le faire plus tôt. C'est ça, Gianni, reste ici. Il est parti fissa. Finalement, les pompiers n'auront pas à intervenir. Tu l'as vu partir, JC? Ouais. Guidé par son instinct de survie, l'animal a repris ses esprits et s'est enfui. Ça, c'est un animal sauvage, donc dès qu'il voit de l'humain, il reprend vite la fuite dès qu'il peut.
Que ce soit pour un être humain ou un animal, la mission des pompiers est d'aider tous ceux qui sont en difficulté. Alors, malgré leur rôle mineur dans ce sauvetage, ils savent qu'encore une fois, ils ont mené à bien leur objectif. Un animal sauvage qui est en difficulté, il se serait peut-être débrouillé tout seul, mais là, il a besoin de nous. Voilà, on lui a montré le chemin pour qu'il puisse partir sans se blesser et surtout sans se noyer, quoi. Chaque année, les pompiers des Alpes de Haute-Provence effectuent environ 18 000 sorties de secours. Un quotidien mouvementé que ces hommes ne changeraient pour rien au monde.